Bonjour, dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, Arts et Métiers présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, de transition, de santé, de matériaux, de nouvelles technologies, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et Arts et Métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté Arts et Métiers, étudiants, personnel et alumni. Dans chaque épisode, nous prenons un temps avec un ou plusieurs intervenants pour aborder un sujet important en lien avec Arts et Métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast qui traitera de positionnement et d'engagement durant la formation avec un élève ingénieur en 3e année du programme Grande École d'Arts et Métiers en double diplôme sur le campus de Metz et à Georgia Tech. Il s'agit de Florent Delvert, passionné par les enjeux stratégiques du spatial. Bonjour Florent Delvert. Bonjour Carole, merci pour votre invitation et bonjour à tous nos auditeurs. Florent Delvert, après avoir effectué votre classe préparatoire en maths physique au lycée Janson de Sailly, vous intégrez Arts et Métiers, campus de Châlons-en-Champagne en 2023, puis le campus de Paris en 2024. Vous faites, entre juin et août 2024, un stage chez Airbus à Toulouse dans le département Wide Body Airframe Integration and Design, où vous travaillez sur la conception et l'intégration de la structure d'avion 350. Vous aviez été en octobre 2024 auditeur au 146e cycle de l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN. Vous êtes également fortement impliqué dans la vie associative. En effet, depuis 2024, vous êtes cofondateur et président d'AIM Space et membre de l'Alliance stratégique des étudiants du spatial ASTRE. Vous venez d'ailleurs de réaliser un stage de 4 mois chez Nova Space, leader mondial en analyse de marché et conseil en stratégie dans l'industrie spatiale. Vous venez également de commencer un master en sciences en ingénierie aérospatiale qui est un nouveau parcours ouvert par Arts et Métiers et l'université Georgia Tech. Bienvenue Florent Delvert dans ce podcast de Paroles d'Arts et Métiers. Merci à vous. Alors Florent Delvert, pour commencer, pourriez-vous nous indiquer pourquoi vous avez choisi de réaliser vos études à Arts et Métiers ? Alors après ma classe préparatoire à Janson-Sailly en maths physique, j'ai été admis aux Arts et Métiers et je connaissais déjà de plus ou moins loin la formation grâce à mon beau-père qui est Gadzar. Et il m'a ensuite, lorsque j'ai été admis, parlé de la formation pragmatique et tournée vers le terrain des élèves. On avait des TP en atelier, en fonderie, en soudage, aux côtés des techniciens, à l'usine, à Châlons, à Paris. On a toujours actuellement des projets de conception pratiques de bout en bout et une bonne connaissance des procédés industriels dans le cursus et la formation qu'on nous propose ici à Paris, à Châlons, aussi à tous les campus, et aussi un réseau solide. J'ai pu m'en rendre compte dès la rentrée avec les after-work organisés, les événements organisés entre anciens et nouveaux. Et j'avais également un ami qui m'a expliqué que les Arts et Métiers lui avaient donné les outils pour poursuivre un Master of Science, puis un PhD, donc l'équivalent d'un doctorat aux États-Unis, en Mechanical Engineering à la très prestigieuse université de Berkeley en Californie. Et j'avais aussi également l'envie de poursuivre après ma formation un master en aérospatial pour en fait avoir une formation orientée mécanique et industrie aux arts et métiers, donc l'excellence de cette formation-là, mais également me spécialiser dans le secteur qui me passionne, qui est le spatial. Donc à fortiori aux États-Unis, car c'est dans ce pays où je pense que je peux tirer beaucoup de leur industrie, des technologies sur lesquelles ils travaillent, et si je reviens en Europe, pouvoir contribuer au mieux à l'industrie européenne et française. Que vous a apporté votre stage en conception chez Airbus et comment avez-vous vécu cette expérience ? Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler que mon stage chez Airbus a été donc à la fin de ma première année. On parle de stage exécutant. Certains le font en usine. Moi, j'ai pu faire en bureau d'études proche de l'usine, qui en fait la partie engineering, il l'appelle. Donc, on travaillait sur les problèmes qui pouvaient arriver en usine lors de l'assemblage de l'avion A350 par exemple. Et pour avoir un stage comme celui-ci, il suffit d'aller lors des campagnes de stage proposées par Airbus pour les premières années. Ils appellent ça stage ouvrier, stage exécutant. Postuler à plein d'offres. Évidemment, chercher celle qui nous intéresse, mais il faut être proactif dans la recherche du stage. Et pourvu qu'on ait un CV solide, bien formé, et surtout un intérêt
pour ce secteur-là, il y a de grandes chances qu'on soit pris, mais je tiens à rappeler qu'il faut être en fait proactif au niveau des campagnes de stage et pas attendre que les opportunités viennent à nous. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir ce stage sous la tutelle d'un expert en matériaux-composites et il travaillait en fait sur l'avion A350 puisque une grande partie de la structure de cet avion est en fait en matériaux-composites. Donc c'était dans la continuité de ma formation aux arts et métiers puisque on étudie beaucoup de matériaux, l'étude des matériaux aux arts et métiers. Et ce faisant, je pouvais étudier et en apprendre plus sur les problèmes de tolérance, sur les problèmes d'état de surface et également échanger avec les techniciens. Vous avez été auditeur au 146e cycle de l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN. Comment est-ce qu'on intègre ce cycle? Qu'y avez-vous appris? Et en quoi cela a-t-il modifié votre réflexion sur l'articulation de la défense et du spatial? Alors en effet, pour introduire ça, je dirais que la défense et le spatial sont très liés. Sont très liés. Si l'on pense par exemple à Ariane Group, ils travaillent à la fois sur les lanceurs, sur le lanceur très connu qui connaît plusieurs succès récemment, Ariane 6, mais ils travaillent aussi sur le M51 qui est un missile. On pense aussi à l'entreprise Thales, notamment Thales Alenia Space, qui travaille à la fois sur des projets d'exploration lunaire en partenariat avec l'ESA par exemple, mais aussi sur des projets de défense, de satellites pour la défense. Donc on est sur des secteurs qui sont très liés, et c'est pour cela que je voulais en fait participer à ce cycle très sélectif qui offre beaucoup de perspectives sur ce qui se passe au niveau géopolitique, géostratégique, donc à la fois sur Terre, dans le cyber, mais aussi dans l'espace. Donc évidemment, ce n'est pas un cycle qui est spécialisé dans le spatial, mais plus généralement du côté défense. Et donc c'est l'occasion de pouvoir échanger avec les autres participants de la promotion, qui sont à la fois des étudiants, des jeunes travailleurs, qui viennent de sciences politiques, de l'industrie de défense, dans les véhicules lourds par exemple, mais aussi le spatial, ou même des militaires. Et donc comme ça, on peut partager nos points de vue sur l'industrie, trouver de nouvelles solutions, sur également les problèmes politiques et géopolitiques. Et je pense que lorsqu'on veut travailler dans le spatial en ce qui me concerne, une telle expérience m'avait beaucoup appris, oui. Pourquoi avoir décidé de créer AM Space dont vous êtes le président? Pourriez-vous nous parler de cette association et de ses activités? On a eu l'idée de créer cet assaut dès ma première année à Chalon avec mes camarades passionnés par le spatial notamment, pour en fait concevoir une fusée expérimentale étudiante pour participer au C-Space, qui est un événement organisé par le CNES et Planète Science, qui en fait vise à promouvoir justement les projets étudiants en lien avec les lanceurs, le spatial. Et donc c'est une campagne de lancement qui se produit, enfin qui est organisée pendant l'été, chaque année. Le but est de créer une fusée expérimentale, la lancer. Il y a des petites fusées, des moyennes fusées. Le problème, c'est qu'il y avait déjà une association GadSpace qui était créée aux arts et métiers, basée à Lille. Donc soit elle s'est essoufflée, soit elle avait un peu moins d'activité. Et donc on n'avait pas d'association pour encadrer ce projet-là. Donc on s'est dit autant la créer et l'étendre aussi à Paris, puisque une bonne partie des camarades de l'asso, Clément, Nicolas, venaient avec moi sur le campus de Paris. Donc, nous n'avons pas lancé la fusée cette année, puisque une partie des étudiants partaient aux États-Unis, par exemple Harold à Stanford, ou d'autres étaient en plein stage. Et donc, c'était difficile pour nous, c'était impossible pour nous de nous rendre à Tarbes pour pouvoir lancer la fusée. Et donc, le futur de ce projet est d'organiser un after-work ou un événement ici sur Paris, ou à Chalon, en tout cas là où on s'est basé, là où on s'est développé, pour faire une sorte de passasse, les gazards comprendront, ou passation de ce projet. Et ensuite, donc ça c'était d'une part encadrer un projet étudiant en lien avec le spatial pour promouvoir justement ces projets de conception, d'ingénierie aux arts et métiers, et encourager aussi les étudiants intéressés par ce secteur de venir aux arts et métiers en voyant qu'il y a une sorte d'émulation comme ça entre passionnés pour ce secteur, mais aussi fédérer donc ces étudiants en organisant par exemple la conférence Ariane 6 de la conception au vol inaugural du lanceur, donc organisée par nous, élèves membres de l'association M-Space, avec deux ingénieurs de Charian Group qui sont d'anciens élèves des arts et métiers,
Donc Arnaud Demet, ingénieur système et responsable de projet chez Ariane Group, ainsi que Hugo Doucet, donc ingénieur en sûreté chez Ariane Group. Et donc le but était d'en apprendre plus sur comment s'est développé le lanceur, comment Ariane Group vise à répondre à ses objectifs de cadence de lancement, comprendre les données techniques, les procédés de fabrication et d'assemblage d'Ariane 6, mais également les enjeux géostratégiques et politiques de l'entreprise. Donc ça a été un succès, la salle a été remplie, les échanges ont été vraiment très intéressants, donc ça nous a encouragés encore à poursuivre sur cette lancée. Par exemple, je l'annonce là, mais j'ai échangé avec un membre de chez Onera pour parler, par exemple, de la conception, de leur contribution au missile M51 que j'ai évoqué. Et donc, cette conférence a été aussi une preuve qu'il y a beaucoup de Gadzards dans l'industrie et qu'il faut en profiter de cette proximité, apprendre d'eux, apprendre de leur parcours. Donc Arnaud Demet, Ariane Group, Hugo Doucet. Il y avait également Sébastien Pfoubert qui n'a pas pu se rendre, mais qui travaille aussi là-bas. Le PDG d'Hyperspace, un lanceur très prometteur en France, et Gadzard, le PDG d'Hyperspace. Et il y a aussi beaucoup de Gadzards chez Maya Space, un lanceur réutilisable très prometteur qui est une filiale d'Ariane Group. En tant que membre de l'Alliance stratégique des étudiants du spatial, à quel groupe de travail appartenez-vous? Pourriez-vous également nous parler de cette publication que vous avez réalisée avec Alix Guigné, présidente de l'association, publication qui s'intitule Perspectives spatiales 2025, enjeux et orientations stratégiques pour l'Europe spatiale, donc publiée par Astre. Dans cette publication, vous indiquez « L'espace n'est plus seulement un outil civil, il devient un territoire stratégique militaire ». Alors concernant votre première question sur Astre, donc l'Alliance stratégique des étudiants du spatial, j'ai appartenu au groupe de travail lanceur et transport spatial de cette association. Donc pour la présenter, c'est une superbe initiative selon moi, dont Alex Guinet est la présidente, pour fédérer les étudiants passionnés par le spatial de tout secteur confondu, que ce soit en sciences politiques, en économie, en ingénierie. Le but étant de créer plusieurs groupes de travail et réfléchir à des thématiques en lien avec la stratégie de l'industrie spatiale. C'est d'ailleurs le but de leur rapport dont nous parlerons après, sûrement. Mais par exemple, concernant cette première publication sur les perspectives spatiales 2025, qui sont en fait un très gros événement organisé par Nova Space, qui a pour but de fédérer et de faire participer des leaders de l'industrie spatiale française et européenne, donc que ce soit de l'ESA, de start-up françaises, européennes, des ministres aussi avaient participé pour parler, donner des objectifs stratégiques, partager des ambitions pour l'Europe spatiale. Par exemple, le but était de parler de souveraineté et de coopération, sinon de coopétition entre les différents pays et acteurs, que ce soit industriels, institutions dans l'Europe spatiale. Et par exemple, un exemple très concret est le projet Iris Square, dont le but est de faire participer plusieurs industriels européens pour la transmission, le partage de données qui vont être partagées et utilisées par des infrastructures critiques, que ce soit des ambassades, des infrastructures militaires en Europe. Et donc ce sont des projets comme ça qui permettent de fédérer l'Europe et de faire émerger les industriels pour le spatial en Europe. Et donc ensuite, concernant votre question sur l'espace n'est plus un outil civil, mais il devient aussi un territoire stratégique militaire. En effet, on a pu le voir avec la participation, la contribution de Starlink pour aider les Ukrainiens pour se défendre face aux Russes, qui ont été très utiles. Ils en sont même devenus dépendants. Ça a été difficile de ne pas justement avoir recours au Starlink. On peut aussi mentionner le fait que SpaceX, donc l'entreprise de spatiale créée par Elon Musk, j'imagine qu'on pourra peut-être en reparler brièvement après, a maintenant un segment défense qui sont les Starshield, qui sont en fait des dérivés des Starlink pour la défense, pour le NRO, qui est en fait une institution de surveillance des États-Unis. On a peu d'informations sur ces Starshield, mais ils y sont là. Donc SpaceX, c'est donc, comme je l'ai dit, à la fois défense et à la fois exploration spatiale. On pourra revenir sur les projets, lanceurs, mais aussi défense. Il y a aussi le Golden Dome, qui est un gros projet
qui va coûter des centaines de milliards aux États-Unis pour se défendre des menaces extérieures sur le territoire américain. Donc il va à la fois utiliser des infrastructures maritimes, terrestres, mais aussi beaucoup d'infrastructures dans l'espace. On parle de satellites de surveillance, de satellites intercepteurs. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de ce que j'ai fait à l'IHEDN. J'avais rédigé un rapport sur l'éventuelle projection de nos conflits géopolitiques entre le bloc, je dirais, occidental ou atlantique et chinois sur la Lune. Parce que on en parle peu dans les médias, sur Internet, mais les Chinois avancent très 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 vite dans leur exploration spatiale et a fortiori lunaire. Et il y a de grandes chances, qu'ils arrivent en même temps, si ce n'est avant, les Américains sur la Lune. Or, les Américains ont également le projet, donc en collaboration avec l'ESA, l'agence aussi japonaise, le programme Artemis, qui vise à conquérir la Lune, enfin conquérir, s'installer durablement sur la Lune, même s'ils y sont déjà allés. Là, ça envoie des humains, créer des infrastructures, une logistique lunaire. Et donc, comment on va pouvoir attribuer ces territoires entre la Chine et les États-Unis sur la Lune? Est-ce qu'il y aura une collaboration entre ces deux pays? Vu ce qui se passe sur Terre, est-ce qu'on va assister à cette fragmentation aussi sur la Lune? Et donc c'est pourquoi l'exploration spatiale et lunaire est très liée aussi aux enjeux géostratégiques, défense, voire militaires dans l'espace. Et c'est pourquoi l'espace n'est plus un outil civil, mais devient aussi un territoire stratégique et militaire. Vous faites partie des 40 jeunes rédacteurs du rapport Nexus Alpha, publié en juin 2025 par l'Alliance stratégique des étudiants du spatial. Ce rapport traite de l'avenir du spatial. Pourriez-vous, si vous le voulez bien, nous en faire un très bref résumé? Alors, ce rapport visait à donner, j'allais dire, une boussole, des orientations stratégiques de la part d'étudiants pour la politique, les institutions qui travaillent pour le spatial en France, en Europe. Donc c'est une liste de recommandations, évidemment, avec un état des lieux, des recommandations, des effets attendus, des moyens de les mettre en œuvre, donc qui touchent à plein de domaines, que ce soit politique, aussi technique. Donc moi, je me suis plutôt intéressé à la partie lanceur et transport spatial, puisque c'est là où je pense avoir une légitimité et une valeur ajoutée. Voudriez-vous vous arrêter sur quelques points que vous pensez être les plus importants dans ce rapport? Eh bien justement, selon moi, Astra aussi a une bonne valeur ajoutée dans son rapport, en ce qu'elle cherche à vouloir, je dirais, démocratiser le spatial, l'ouvrir, le vulgariser et le simplifier, enfin simplifier ses problématiques pour un public peut-être moins averti, pour les étudiants, parce qu'on en parle peu à l'école avant d'arriver dans des masters spécialisés ou en post-bac. Et donc, un des axes que j'avais beaucoup apprécié dans la stratégie de Astre était cet axe culture spatiale, vouloir par exemple de meilleures synergies entre les laboratoires de recherche et les universités. Également être présent aux événements, avoir des stands lors des conférences du spatial et présenter les diverses recommandations et mesures de Astre sous forme de cartes à jouer, comme si c'était des cartes Pokémon. Donc il y a à la fois ce côté ludique, rendre accessible et simple des problématiques complexes et à très gros enjeux futurs pour le spatial. Revenons à la partie pratique de votre formation. Comment s'est passé votre stage chez Novaspace et quelles y étaient vos fonctions? J'ai justement connu Novaspace suite à toutes mes aventures, si je puis dire, dans les conférences, en lien avec le spatial ou avec des étudiants de Astre, qui en fait, Novaspace, comme vous l'avez bien présenté, est une boîte de conseil spécialisée dans le spatial, si ce n'est la seule vraiment spécialisée dans le spatial, donc dans tous les segments, que ce soit service en orbite, petits satellites, exploration spatiale. Et en fait, ils ont de très bons chiffres, des analyses de marché, du spatial. Et je souhaitais faire un stage de 3-4 mois dans cette boîte pour mieux comprendre justement les tendances de marché de l'industrie, mieux comprendre comment fonctionnait l'industrie spatiale, que ce soit en Europe, aux États-Unis, également comprendre quelles étaient les répartitions budgétaires octroyées par les institutions à travers les contrats, les financements de programmes, les levées de fonds des industriels, pour mieux comprendre justement comment pouvait évoluer l'industrie spatiale. J'ai par exemple travaillé sur l'impact
de Starship, qui est en fait le très très gros vaisseau de SpaceX, qui est conçu à l'origine pour aller sur Mars. On peut évidemment envisager d'autres applications pour plusieurs questions de s'octroyer davantage de marchés, attaquer plus de marchés, etc. Par SpaceX. Mais le but premier de Starship est d'envoyer des humains pour des missions habitées durables sur Mars. Vous commencez cette année un Master of Science en ingénierie aérospatiale. Nouveau parcours hautement spécialisé ouvert par Arts et Métiers et Georgia Tech. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce cursus? En effet, ce parcours a été ouvert cette année, enfin l'année dernière, je veux dire l'année à laquelle je postulais pour mes vœux. Donc j'étais très content de voir qu'il y avait ce partenariat ouvert, bien qu'il existait en génie mécanique. Là, il s'est ouvert en génie aérospatial pour justement s'ouvrir aux étudiants passionnés comme moi par secteur. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous faites 6 mois, un semestre, pardon, donc plutôt 4-5 mois à Metz, à Georgia Tech Europe. Ensuite, vous faites vos stages de fin d'études de 6 mois et vous partez 1 an, 10 mois à Atlanta pour continuer votre master. Et donc, évidemment, ce master vous offre une formation d'excellence en aérospace, que ce soit sur les avions, sur sur la mécanique orbitale, sur des projets de conception d'engins spatiaux, par exemple. Et à la fois, vous ouvre à des projets auxquels vous pourrez peut-être contribuer pour l'industrie spatiale américaine. Georgia Tech, à travers son laboratoire, l'ASDL par exemple, a beaucoup de partenariats avec la NASA ou des industriels américains dans le spatial, dans l'aéronautique. Et donc, cette formation est à la fois d'excellence pour l'aérospatial, mais aussi vous ouvre aux États-Unis, à son industrie. Et c'est pourquoi j'ai voulu poursuivre ce cursus-là. Aujourd'hui, comment vous projetez-vous professionnellement et que souhaitez-vous dire aux jeunes passionnés comme vous par les sciences de l'ingénieur et le spatial? Alors sur le court moyen terme, j'aimerais contribuer, travailler dans la conception ou les opérations de missions spatiales. Je mentionnais par exemple les missions du programme Artemis pour la Lune ou celle martienne. Par exemple, l'ESA travaille sur la mission ExoMars. Et sur le très long terme, enfin je veux dire lorsque j'aurai entre 25 et 30 ans, donc c'est plus du très long terme, c'est plutôt du moyen terme je dirais, j'aimerais postuler aux sélections de l'Agence spatiale européenne pour devenir spationaute. Donc ça, c'est mon objectif premier, mais je sais que même si pour beaucoup c'est impossible, je pense que le chemin en tout cas me mènera à des opportunités de travail très intéressantes qui, même si je n'arrive pas à cette fin-là, tout le chemin aura été magnifique, j'en suis convaincu. Donc c'est un objectif très haut que je me suis donné, mais je sais que le chemin pour y arriver sera d'autant plus passionnant. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire aux élèves? Premier conseil, être proactif dès votre scolarité. N'attendez pas, s'il vous plaît, la diplomation pour aller chercher les conférences, les stages, le réseau. Dès votre scolarité, entreprenez des projets étudiants pour apprendre, pour demander des conseils à des gens plus expérimentés, assister à des conférences en lien avec le secteur qui vous passionne, chercher des stages de 1 mois en première année, de 2 mois sinon, ou de fin d'études en lien avec le secteur qui vous passionne aussi. Mais ne vous enfermez pas dans un seul secteur ou une seule activité. Surtout, explorez. Et je dis pas ça pour vous disperser, mais surtout pour vous confronter à de nouvelles expériences. Car c'est pour moi en sortant de sa zone de confort, en découvrant de nouvelles expériences et en rencontrant aussi de nouvelles personnes que l'on grandit. Et en fait, l'essentiel, comme l'objectif que je me suis mis de devenir spationaute ou de travailler dans les opérations de mission spatiale, est en fait d'avoir un fil conducteur pour que chaque expérience soit belle et bonne pour vous et serve votre objectif final. Et c'est la mentalité que j'essaie d'appliquer au quotidien. Alors pour finir, je dirais surtout, trouvez votre passion, car c'est cette envie d'apprendre, de contribuer, de créer dans un domaine qui vous permettra de surmonter les sacrifices imposés par la discipline, le travail, le temps de travail et un rythme de vie exigeant. Et lorsque vous regardez les grands scientifiques, les grands entrepreneurs, les grands sportifs ou les grands combattants, je regarde beaucoup les arts martiaux, sont tous passionnés par ce qu'ils faisaient.
Et sans cette flamme, ils n'auraient jamais tenu face aux épreuves de la discipline et du travail, car pour moi, la passion donne cette énergie d'agir chaque jour et d'avancer à pas vers un objectif long terme. Merci Florent Delvert d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers et la Direction Marketing, Communication et Fundraising, notamment sa directrice Aurore Friedlander. Nous remercions également pour leurs apports et leur soutien l'ICIFTech ainsi que les campus Arts et Métiers de Metz et de Paris, notamment sur le campus de Paris, Sophie Breyer, responsable du service de gestion des formations et de la vie étudiante. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.